Dr. Jones. Dis donc, toi, il faut que tu l'appelles Dr. Jones. Eh oui, c'est mon nom d'artiste. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de Thor Love and Thunder, donc quatrième opus du héros nordique de l'écurie Marvel, et qui donc fait suite à Avengers Endgame. Donc si vous vous rappelez, notre héros était parti en retraite vers l'espace en squattant un petit peu le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, le tout avec donc un physique en mode Abdo-Cronenbourg, sauf que cette tranquillité va vite être perturbée dans ce nouvel opus, quand un nouveau méchant du nom de Gore, donc un méchant bien connu des amateurs du comics, va se lancer dans une quête vengeresse d'annihilation de tous les dieux, sachant que pour rappel, Thor, justement, est lui aussi un dieu. Mais comme les choses ne sont jamais simples pour notre héros, il va également devoir faire avec le retour de Jane Foster, donc son ex-fiancée qui désormais est devenue une sorte de Thor au féminin, apte à manipuler Mjolnir, donc le fameux marteau du seigneur d'Asgard. Alors autant le dire tout de suite, le film est potable. Enfin, si tu veux du fun, tu vas avoir du fun, quoi. C'est indéniable. Voilà, je vais pas en faire des louanges pour tenter de soigner les apparences plus que le film ne le mériterait. Voilà, c'est regardable, mais ça casse pas non plus trois pattes à un Groot, quoi. Alors bon, faut quand même prendre en considération une chose, c'est que Thor, c'est le héros qui a eu le plus droit à des films solo, alors que c'est pas celui qui a eu le plus la cote pendant pas mal de temps, justement à cause de son traitement. C'est pas un personnage dont les films m'ont personnellement subjugué dans le MCU. D'ailleurs, le MCU lui-même n'a jamais su par quel bord il fallait l'attraper. Le 1, j'avais trouvé que l'approche très shakespearienne de Kenneth Branagh était parfaite et apportait vraiment un peu de cachet au truc, mais hélas, ça allait pas assez à fond dans le délire, à mon sens. Alors le second, c'était probablement un des films du MCU les plus oubliables de par sa médiocrité, mais à tous les niveaux. Et alors avec Ragnarok, j'étais parti dans l'idée que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça marchera pas plus. Et comme je m'attendais véritablement à une cata au point que je voulais carrément pas le voir, et quand j'ai regardé les critiques de certains, ça me confortait justement davantage dans cette optique. Et puis je me suis un peu sorti les doigts pour me faire mon propre avis, donc je l'ai vu quand même très tardivement, et finalement, j'avais trouvé ça effectivement fun, de par son aspect rétro à la Flash Gordon, et aussi de par son humour qui, chez moi, fonctionnait plutôt bien, même si effectivement là on était à des années-lumière de ce qu'était le personnage dans les comics. Avec Ragnarok, t'avais vraiment le sentiment que Disney avait dit à Taika Waititi, bon écoute mec, de toute façon, quoi qu'on fasse, les films de Thor se font défoncer, donc vas-y, prends un contre-pied les spectateurs et les fans, ça pourra pas être pire, lâche-toi, fais ce que tu veux. Et le mec a pris ça au pied de la lettre, et a carrément surfé donc sur la cote très tendancieuse des Gardiens de la Galaxie, et donc il est parti carrément dans un délire totalement cringe et hyper criard, même si bon, il a pas non plus l'habileté d'un James Gunn à mon sens. Donc oui, comme un plaisir coupable, j'ai su me laisser séduire par ce film, et puis parce que contrairement à un film du MCU standard, qui veut se prendre un petit peu au sérieux, mais malheureusement avec what mille invraisemblance et faire parfois un peu d'humour totalement foireux, ici c'est exit le sérieux, cap sur la mongolerie à donf, et ça s'assume comme tel à 300%. Le problème, c'est que là, avec ce Thor 4, ça marche pas aussi bien. Justement parce que l'effet de surprise que nous avait procuré Thor 3 n'y est plus, puisque c'est toujours Taika Waititi aux commandes, comme on le sait, et que justement les trailers nous ont clairement donné le ton pour la chanson. Donc on a perdu cet effet de surprise. Et autant le dire de suite, si vous avez détesté Thor 3, pour vous ça va être pire avec ce Thor 4. Pour les autres, vous aimerez sûrement, mais probablement moins, que Ragnarok, parce que vous savez déjà à quoi vous attendre. Donc on perd en surprise et spontanéité. Sauf si effectivement vous recherchez davantage de fun, c'est exactement tout ce que l'on va vous proposer. Donc ça va dépendre effectivement de vos attentes par rapport au film. Déjà parce que Taika Waititi a compris que l'humour fonctionnait parfaitement sur grand écran avec ce personnage, parce que avant avec Thor 1 et 2, les gens en avaient rien à secouer du personnage, mais avec Thor 3, les gens avaient un point de vue, alors certains détestaient, d'autres adoraient. Mais donc oui, il y a des gens qui adoraient, et donc oui, le personnage a trouvé un public via un film qui divise. Et ça s'est davantage confirmé quand son style a croisé celui des Gardiens de la Galaxie dans les derniers Avengers, mais sauf que dans Thor 3, l'humour restait justement dosé, alors que là, dans ce nouvel opus, c'est une surabondance, quoi. Limite, t'as l'impression que les scénaristes, ils se sont dit, attends, là, il y a un passage de 5 minutes sans aucune blague, faut absolument qu'on en colle une. Sauf que, c'est flanqué à l'arrache, ça fonctionne pas toujours, et surtout, ça désamorce absolument tout, quoi. Moment d'émotion, moment de tension, tout est sacrifié sur l'autel de la blagounette, mais même la romance entre Thor et Jane, hein, alors qu'on l'a connue autrefois sérieuse, cette histoire d'amour. Mais là, non, c'est une farce. C'est-à-dire que, limite, on a l'impression qu'ils essayent de surfer sur les délires de Abraham Zucker, avec y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie, quoi. Là, on est carrément limite dans cette recherche presque. Mais ce qui fonctionnait dans Thor 3, c'est que justement, il y avait ce dosage qui n'écrasait pas non plus les intentions du film, les ambitions. Sauf que là, malheureusement, toutes les ambitions, toute l'intrigue est écrasée par la blague. Donc forcément, ça marche moins bien. Et puis bon, dans Ragnarok,
t'avais encore ce rattachement à la mythologie nordique, on avait encore Asgard, enfin je parle de la vraie cité, hein, pas celle de Avengers Endgame. On avait encore Loki et Odin. Là, il n'y a plus rien sur quoi t'agripper qui ferait illusion du décorum d'origine du personnage. Si ce n'est éventuellement les costumes qui font quand même très cosplay sortis d'une boutique de déguisement au rabais. Alors quand je parle mythologie, si. Maintenant, on vient plutôt lorgner du côté de la mythologie grecque, notamment avec Zeus, qui est ici incarné par Russell Crowe et qui est... non mais... Quand tu en es rendu à te facepalmer à chaque instant que tu le vois sur l'écran, quoi, on parle quand même de Russell Crowe, hein. Faut se poser des questions. C'est-à-dire que bon, on a compris Taika Waititi, tu veux pas faire un film d'intellectuel, mais bordel, on parle de Zeus, c'est un personnage qui a vu des itérations à tire-larigot au cinoche, et dans d'autres formats, ça a toujours été un personnage d'une grande aura et de base, l'idée même que ce soit Russell Crowe qui le joue, tu te dis, bah ouais, c'est un rôle à sa grandeur, quoi. Mais là, c'est la pire interprétation ever. C'est un guignol sur pattes aussi mal torché qu'un mec en pleine gastro qui sort d'un chiotte alors qu'il y avait plus de PQ dedans, quoi. C'est simple, moi ça m'a un petit peu rappelé, mais très légèrement, le capitaine pirate joué par Robert De Niro dans Stardust, le mystère de l'étoile, qui était au final un pur contre-emploi vu que le personnage était carrément gay, donc d'autant plus délicieux quand on connaît justement le charisme de l'acteur. Mais sauf que quand t'as Matthew Vaughn aux commandes et à l'écriture du truc, ça fonctionne parfaitement. Là, quand c'est un scénar estampillé MCU avec des scripts rédigés, avec des stabilos fluo, ça fait pchit. Et même Russell Crowe, limite, t'as l'impression que il s'est dit, tiens, je vais aller cachetonner un peu chez Disney Marvel, je vais m'éclater, mais qu'au final, sur son script, il y a marqué Zeus, et en dessous, nez rouge, et que le mec, en gros, il doit composer avec ça, et il est paumé, quoi. Donc forcément, comme rien n'est traité avec sérieux, parce que oui, tu peux faire de l'humour, mais il faut que ce soit bien fait, l'humour doit avoir une certaine cohérence dans sa structuration pour que ça fonctionne. Là, du coup, les enjeux du film tiennent autant qu'une glace italienne après 5 minutes sous une chaleur à 40 degrés, à savoir que toute surprise que l'on aurait pu avoir autour de l'intrigue, de toute façon, on ne l'a pas, puisque la promo nous a mis clairement en exergue à peu près tout ce qu'il y avait à voir en effet de surprise ou quoi que ce soit, dont Zeus. Tout, absolument tout, a été teasé. Donc, clairement, tu te pointes, en gros, tu savais à quoi t'attendre, tu te dis pas « Oh putain, c'est ouf, il y a Russell Crowe qui joue Zeus !» Non, tu peux pas, puisque de toute façon, tu le sais pertinemment, tu l'as vu dans les trailers. Et pour dire à quel point le teasing va beaucoup trop loin, c'est que tout, absolument tout dans les trailers, suit la chronologie du film. Alors ceci étant, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup à reprocher à Marvel en matière de films et de séries, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire des business plans, c'est-à-dire que tu peux pas voir tel truc sans avoir vu ça et ça. On l'a vu notamment avec le dernier Doctor Strange où on était obligé d'avoir vu telle série, tel film, et puis celui-là. Là, ici en fait, on a un peu ce sentiment qu'on est face à un film filler, c'est-à-dire que s'il peut se détacher de tout le reste, il le ferait. En tout cas, on sent pas directement le rattachement aux autres franchises du MCU. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien, justement, de partir sur une certaine indépendance. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc moi, j'apprécie cette démarche. J'espère qu'elle sera maintenue avec le temps et qu'ils resteront justement sur une ligne directrice de Thor en particulier, et pas à chaque fois devoir s'immiscer avec tel autre super-héros, etc. etc. Ce qui sauve également le film, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi le méchant. Donc Gore, connu sous le nom du boucher des dieux, qui est vraiment un bad guy redoutable et iconique du format papier, donc qui est interprété ici par Christian Bale. Alors évidemment, je vais pas m'attarder autour de son aspect humain qui n'est effectivement pas du tout accurate avec l'aspect très alien des comics, vu que d'un côté, le talent et l'attitude faciale de l'acteur font largement le job pour outrepasser ça. Donc oui, ça fait plaisir de retrouver Bale justement dans ce genre de rôle. Faut quand même rappeler qu'il est très loin le temps d'American Psycho, et heureusement d'ailleurs qu'il est bon, parce que franchement, vu l'écriture du personnage, c'est pas dingue quoi. C'est-à-dire que bon, le mec est censé être un dézingueur de divinité, c'est ainsi qu'il est surnommé, le boucher des dieux, mais ils en font rien sans déconner. Donc effectivement, j'ai l'impression que la manière dont joue Christian Bale transcende l'écriture du personnage. C'est vraiment ce qui en ressort à chaque instant. Et une écriture qui, pour moi, fait clairement défaut. C'est-à-dire qu'on était quand même censé avoir un méchant véritablement redoutable de la phase 4, et au final, c'est un ennemi lambda comme les autres du MCU, mais voilà, avec un acteur qui sauve la face, quoi. Alors évidemment, on reste dans un même délire visuel, donc un peu rétro, avec des décors loufoques comme on pouvait en voir justement dans des films d'époque qui visitaient des mondes fantastiques. Tout à l'heure, je citais justement Flash Gordon, et ici, ça va, il y a plein de petites idées, visuellement c'est assez intéressant, mais bordel, le traitement numérique quoi.
franchement, c'est pire que dans Thor 3. C'est-à-dire que déjà dans Thor 3, de par ses couleurs très criardes, c'était déjà extrêmement visible. Là, c'est encore pire. Tout fait fake, à aucun moment t'y crois. Donc forcément, l'immersion en prend un petit peu un coup, quoi. Et même quand il s'agit de t'en mettre plein la vue via, par exemple, du spectaculaire et de l'action, bah, t'es un peu sur ta faim. Déjà parce que visuellement, bof, quoi. Ensuite parce que l'humour nique tout. Et puis dans la forme, bah, c'est pas riche ni transcendant, quoi. Allez, si ce n'est peut-être la fin, mais encore que bon, celle de Thor 3, à mon sens, fonctionne bien mieux. Néanmoins, je mettrai quand même au crédit de ce film, notamment pour la fin, un aspect peut-être un petit peu poétique et moral qui, je trouve, est quand même assez bienvenu. Alors, évidemment, qui dit Thor 4 dit Love and Thunder, et ceci étant, le titre n'a rien de mensonger, puisque l'amour est vraiment le cœur du truc, et ce, sous plusieurs formes, alors propres ou figurées, que ce soit à travers la romance complexe entre Thor et Jane, ou encore entre les héros et leurs armes, que le film tente de personnifier, même si voilà, ça tourne parfois un peu en ridicule, et puis surtout avec la fin que je ne vous dévoilerai évidemment pas, vu que la review est sans spoiler. Donc justement, j'évoquais Thor et Jane, et autant j'avais très peur de la réincursion de cette dernière, autant Nathalie Portman, elle est fabuleuse. Elle apporte un peu de cachet de par son jeu au film. Tu sens qu'elle s'est éclatée pendant le tournage, bien plus que sur les deux premiers, qui d'ailleurs l'avaient un peu dissuadé de revenir au MCU, et limite, elle bouffe la part belle à Thor, qui lui, en revanche, reste assez conforme à ce qu'on a appris à apprécier ou carrément détester à partir de Thor Ragnarok, selon l'opinion du spectateur. Les autres personnages, en revanche, ouais, voilà, on s'en fout, quoi. Alors, la BO, par contre, c'est la fainéantise absolue, c'est-à-dire que Waititi, il a compris un truc. C'est que lorsque l'on aborde son film avec une approche totalement pop, comme son Ragnarok, ou encore comme le faisait James Gunn avec Les Gardiens de la Galaxie, on n'a pas besoin d'en venir à exiger une grande composition musicale, puisque l'essentiel qu'on retiendra, c'est évidemment les titres mythiques de la pop culture qu'on a sélectionnés pour embellir l'atmosphère. Et donc forcément, on perd une fois de plus l'aspect spectaculaire de la mythologie, qui est censé être représenté, et il en va de même pour la menace. Donc surtout, n'espérez pas des thèmes musicaux marquants de la part de Michael Giacchino, il vient de livrer une fois de plus le minimum syndical après sa compo totalement oubliable de Jurassic World 3. Ceci étant, pour le dédouaner un peu, j'ai envie de dire que quand on te file pas un matériau de base suffisamment intéressant pour te lâcher, surtout au profit de musique pulp, je comprends un peu que derrière on n'ait pas l'inspiration nécessaire. Après, je dis que la composition est feignante, ceci étant, je mettrai quand même au crédit que les musiques qui sont sélectionnées, voilà, très rock et tout, pour moi, sont quand même très conformes avec ce que justement Taika Waititi a essayé d'insuffler en matière d'ambiance. Donc là-dessus, rien à redire. Donc voilà, je vais pas gratter davantage le truc. En gros, t'aimes pas Thor Ragnarok, t'aimeras pas Thor Love and Thunder. Et sinon, ça sera un film sympa pour combler une soirée où tu t'emmerdes s'il n'y a rien d'autre à voir au Cinoche. Ceci étant, dans le paysage actuel d'un MCU qui vraiment s'est lancé dans une phase 4 complètement éclatée où ça part dans tous les sens et dont tu ignores véritablement quel serait le potentiel cap, ça reste pas le pire vu de ma fenêtre. D'autant que même le dernier film du MCU, à savoir Doctor Strange 2, dont j'avais fait une critique relativement clémente, vraiment a pas bien vieilli avec mon deuxième visionnage, malgré tout le foin autour de la direction de Sam Raimi. Voilà, j'en ai terminé. Pour le jeu des répliques, c'était sur la review de la fin de la saison 4 de Stranger Things. En générique d'intro, il fallait trouver Elephant Man, sorti en 1980 et réalisé par l'excellentissime David Lynch. Et en générique d'outro, film totalement culte du cinéma français, La soupe aux choux de Jean Giraud, sorti en 1981. A vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Thor 4 et pareil pour Thor 3. Quelle est votre position par rapport à tout ça? On partage et on like la vidéo, on s'abonne évidemment à la chaîne et on se retrouve prochainement pour une prochaine review. Et pas tout de suite parce que là ça va être les vacances pour moi, donc j'en profite d'ailleurs pour vous en souhaiter de très bonnes. Allez, bye! Dites-nous à qui on a affaire. Shelton était un espion? Non, les espions ça court les rues. Moi je suis qu'un homme de main. C'est un cerveau ce mec-là. Un gros citron, un concepteur. Sa spécialité, c'est les opérations à faible impact sur cible mouvante. Ça, c'est une façon élégante de dire qu'il tue plein de monde.